Sœur Marie-Thérèse avait 68 ans lorsqu'elle comprit que 47 années de vœux religieux ne suffisaient pas à apaiser complètement le désir humain. Le couvent Notre-Dame-du-Lac se dressait sur les hauteurs d'Annecy, un édifice de pierre du XVIIe siècle, entouré de jardins où les religieuses cultivaient des plantes médicinales et des légumes. 19 femmes y vivaient, la plupart âgées de plus de 60 ans, suivant une routine immuable depuis des décennies. Les matines à 5 heures, les travaux manuels, les prières, le silence, encore des prières, le sommeil. Des journées identiques s'enchaînaient jusqu'à faire de toute une vie une tapisserie de répétitions sacrées. Marie-Thérèse entra dans l'ordre à 21 ans. Non par vocation ardente, mais par manque d'alternative. Une famille pauvre de Lyon, un père alcoolique, une mère épuisée avec 6 enfants. Le couvent lui offrait refuge, éducation et un sens à sa vie. Elle accepta. Elle prononça les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Elle portait l'habit noir et le voile blanc. Pendant 30 ans, elle enseigna le catéchisme aux enfants du quartier. Puis, lorsque ses genoux ne lui permirent plus de monter les escaliers de l'école paroissiale, elle prit la responsabilité de la bibliothèque du couvent. Une petite pièce au 2e étage, remplie de vieux ouvrages de théologie, de vie de saints et de textes latins que personne d'autre ne lisait. C'était un travail solitaire, mais pas désagréable. Elle passait ses journées à cataloguer des livres, à réparer des reliures abîmées, à maintenir un ordre silencieux. Les autres religieuses la trouvaient distante. Elle n'était pas chaleureuse comme sœur Marguerite, toujours souriante. Elle n'était pas une fervente dévote comme sœur Anne, qui passait de longues heures en prière. Elle était simplement présente, accomplissant ses devoirs, existant selon les règles sans les remettre en question ni les transcender. Une vie sans danger. Une vie morte. Mais à 68 ans, elle avait déjà accepté que ce serait tout ce qu'elle aurait. Julien Rousseau arriva en mars, alors que la neige recouvrait encore les montagnes autour du lac. Il avait 20 ans, des cheveux bruns bouclés tombant toujours sur ses yeux verts, et un corps mince mais robuste, celui d'un homme qui travaillait de ses mains. Apprenti restaurateur d'art, il avait été envoyé par le musée diocésain d'Annecy pour évaluer et restaurer les fresques du XVIIIe siècle de la chapelle du couvent. Les fresques se détérioraient, les couleurs s'estompaient, le plâtre se fissurait. Il estima que les travaux prendraient 6 mois. La mère supérieure, sœur Geneviève, chargea Marie-Thérèse d'assurer la liaison entre le couvent et Julien. Il fallait quelqu'un pour lui permettre d'accéder au lieu, répondre à ses questions sur l'histoire du bâtiment et veiller au respect des règles de silence et de pudeur. Marie-Thérèse accepta cette tâche sans enthousiasme. Encore du travail, encore une perturbation de sa routine confortable. Mais les ordres étaient les ordres. Le premier jour, elle l'emmena à la chapelle, lui montra des fresques abîmées et lui remit la clé du local de rangement où il pourrait entreposer son matériel. Elle lui expliqua l'emploi du temps. Il pourrait travailler de 8 heures du matin à 17 heures. Le déjeuner serait servi à la cuisine, mais il mangerait seul. Les religieuses déjeunaient dans un réfectoire fermé. Pas de conversations inutiles avec les sœurs, pas de promenade dans le couvent. Seulement la chapelle et les toilettes. Julien accepta tout, poliment et professionnellement. Elle remarqua qu'il évitait son regard, visiblement mal à l'aise dans cet environnement religieux féminin. Tant mieux. Cela faciliterait les choses. Les premières semaines se déroulèrent comme prévu. Julien arrivait à 8 heures, travaillait tranquillement à monter les échafaudages et à préparer les surfaces. Marie-Thérèse passait 2 fois par jour pour voir s'il avait besoin de quelque chose. Les conversations étaient brèves et pratiques. Il demanda des chiffons propres. Elle les lui apporta. Il s'enquit de la signification iconographique d'une scène de la fresque. Elle lui expliqua brièvement. Rien de plus que l'essentiel. Mais en avril, quelque chose a changé. Ou plutôt, elle a commencé à remarquer des choses qu'elle aurait dû ignorer. La façon dont ses muscles se contractaient sous son t-shirt lorsqu'il atteignait les parties les plus hautes de la fresque. Le bruit de sa respiration concentrée, tandis qu'il travaillait sur les détails les plus délicats. Son odeur, un mélange de sueur fraîche et d'hormones de jeunesse.
cette odeur indéfinissable propre au jeune corps. Elle s'est rendue compte qu'elle trouvait des prétextes pour aller plus souvent à la chapelle, pour voir où il en était, pour lui apporter de l'eau, pour lui demander s'il avait besoin de plus de lumière. Julien se mit à parler davantage. Il montrait du doigt les parties qu'il restaurait, expliquait ses techniques et manifestait un enthousiasme sincère pour son travail. Marie-Thérèse s'attarda plus longtemps que nécessaire, posant des questions superflues, écoutant sa voix avec une attention qui dépassait la simple politesse. Il avait un accent du Sud, sa voix traînait et s'articulait avec mélodie. Il raconta son enfance à Marseille, son amour inconditionnel pour l'art et son rêve de restaurer un jour des chefs-d'œuvre dans de grands musées. Elle se surprenait à lui raconter des choses, elle aussi, des livres rares de la bibliothèque, l'histoire du couvent. Le rythme propre à la vie religieuse, lent mais constant comme un battement de cœur. Il écoutait avec un intérêt qui semblait sincère. Il posait des questions pertinentes. Un jour, il fit remarquer qu'elle devait être une excellente enseignante, car elle expliquait les choses avec clarté et patience. Elle ressentit alors quelque chose qu'elle avait oublié depuis des décennies. Le plaisir d'être perçue comme compétente, intéressante, précieuse, au-delà de son rôle religieux. En mai, Julien demanda l'accès à la bibliothèque. Il souhaitait consulter des documents historiques sur les fresques afin de comprendre leur contexte d'origine et de les restaurer plus fidèlement. Marie-Thérèse accepta. Il commença à passer ses après-midi à la bibliothèque après avoir terminé son travail physique à la chapelle. Il s'asseyait à la grande table près de la fenêtre, entouré de vieux ouvrages, et prenait des notes dans son carnet. Elle travaillait au bureau dans le coin, à cataloguer, mais elle le regardait plus qu'elle n'aurait dû. La façon dont son front se fronçait lorsqu'il se concentrait, la façon dont il mordillait sa plume en réfléchissant, la façon dont il s'étirait parfois le cou, faisant craquer ses articulations. Les conversations à la bibliothèque étaient plus longues, plus personnel. Il parlait de sa famille, de ses parents qui avaient divorcé quand il avait 12 ans, de sa petite sœur qu'il protégeait, de sa petite amie qu'il avait quittée parce qu'il n'était pas assez ambitieux. Il voulait seulement restaurer des œuvres d'art au lieu de gagner de l'argent. De la solitude qu'il ressentait en vivant dans une ville où il ne connaissait personne, travaillant dans un couvent silencieux, entouré de femmes avec lesquelles il ne pouvait pas vraiment adresser la parole. Marie-Thérèse ressentit de la compassion, puis quelque chose de plus profond. Il était si jeune, si perdu, à certains égards. Elle commença à lui apporter du café supplémentaire l'après-midi, puis des biscuits, faits maison, de petites attentions qu'elle justifiait par l'hospitalité chrétienne. Mais elle savait que c'était autre chose. Elle cherchait des prétextes pour interagir avec lui, être près de lui, voir son sourire lorsqu'elle le remerciait. C'est en juin, 3 mois après son arrivée, que tout a basculé. Par un après-midi chaud, les fenêtres de la bibliothèque ouvertes laissaient entrer le parfum des roses du jardin. Julien examinait un manuscrit enluminé du XVIe siècle d'une beauté exceptionnelle. Il appela Marie-Thérèse pour qu'elle l'admire. Elle s'approcha, s'appuyant sur son épaule. Il désigna la délicate miniature, expliquant la technique de la dorure. Son souffle effleura sa nuque. Et soudain, elle prit pleinement conscience de cette proximité, de la chaleur de son corps, du temps qui s'était écoulé depuis qu'elle avait été si près d'un autre être humain. Elle s'éloigna brusquement. Elle dit qu'elle devait partir, que la nuit tombait. Son départ soudain le laissa perplexe, mais il ne fit aucun commentaire. Elle se rendit à la chapelle, s'agenouilla et tenta de prier. Mais son esprit était incapable de se concentrer. Son corps vibrait comme il ne l'avait pas fait depuis des décennies, des fourmillements, son cœur s'emballait, des sensations qu'elle croyait avoir étouffées par la discipline et le déni. Elle réalisa avec une horreur grandissante qu'elle était attirée par Julien, non pas par une admiration maternelle, de l'attirance sexuelle, du désir. Après cela, elle tenta de prendre ses distances. Elle envoya sœur Marguerite prendre de ses nouvelles au lieu d'y aller elle-même. Elle évitait la bibliothèque en sa présence, mais le couvent était petit. Inévitablement, ils se croisèrent, dans le couloir, dans le jardin,
et chaque fois que leurs regards se croisaient, elle ressentait cette étincelle de conscience. Elle commença à soupçonner qu'il la ressentait aussi. Son regard avait changé, plus indifférent, mais intense, comme s'il la voyait vraiment, non plus comme une religieuse, mais comme une femme. C'était Julien qui posait maintenant des questions. Pourquoi était-elle entrée au couvent? Si elle avait jamais douté de son choix, si elle était heureuse, des questions périlleuses auxquelles elle aurait dû refuser de répondre. Mais elle répondit. Elle parla de sa famille pauvre, du manque d'alternatives, de la sécurité que lui offrait la vie religieuse. Elle admit que le bonheur n'avait jamais été son but, seulement la paix. Il dit que cela lui semblait triste de vivre toute une vie sans rechercher le bonheur. Elle expliqua que c'était le principe des vœux, sacrifier ses désirs personnels pour le bien commun. Il lui demanda si elle le regrettait. Elle hésita trop longtemps avant de répondre non. Il soutint son regard et murmura qu'elle mentait, qu'il voyait dans ses yeux des choses qu'elle désirait sans jamais les avoir. Elle aurait dû se lever et partir. Elle aurait dû signaler cette conversation inappropriée à la mère supérieure. Elle ne fit rien de tout cela. Elle resta assise, tandis qu'une vérité qu'elle n'avait jamais admise, même à elle-même, se dévoilait entre eux. C'est Julien qui l'a touchée le premier. Fin juin, la bibliothèque vide, à l'exception d'eux, la lumière dorée du crépuscule inondait la pièce. Il lui montrait l'avancement de la fresque à travers des photographies. Sa main était posée sur la table. Il posa la sienne sur la sienne. Non par hasard, intentionnellement. Marie-Thérèse se figea. Elle aurait dû retirer sa main. Elle aurait dû lui rappeler les limites, ses vœux, l'inconvenance. Elle ne retira pas sa main. Elle resta paralysée, sentant la chaleur de sa peau contre la sienne, une simple connexion qui fut comme un tremblement de terre. Il prononça son nom. Pas sœur Marie-Thérèse, mais simplement Marie, murmurée comme une prière ou un blasphème. Elle le regarda et vit dans ses yeux ce qu'elle soupçonnait, du désir, pour elle. Une femme de 68 ans en habit de religieuse. C'était impossible, ridicule, mais c'était là. Il dit savoir que c'était mal, qu'elle avait prononcé ses vœux, que la différence d'âge rendait tout impossible. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Il rêvait d'elle. Il se réveillait rongé par la culpabilité, mais la culpabilité n'étouffait pas ses sentiments. Marie-Thérèse aurait dû l'arrêter là. Elle aurait dû fixer des limites claires, mais 47 ans de déni l'avaient brisée. Elle disait le sentir, elle aussi. Qu'elle savait que c'était un péché mortel, une rupture totale de ses vœux, une trahison d'une vie consacrée à Dieu, mais elle le sentait, et elle était lasse de faire semblant du contraire. Julien lui demanda ce qu'il faisait. Elle répondit qu'elle n'en savait rien, qu'elle ne pouvait pas quitter le couvent, c'était le seul foyer qu'elle ait connu depuis des décennies, qu'elle ne pouvait pas avoir de véritable relation avec lui. Il était trop jeune, elle trop vieille, tout dans cette situation était impossible. Il a dit qu'il ne cherchait pas une relation, il ne cherchait pas d'avenir, juste le présent, juste un lien. Elle lui a demandé ce qu'il voulait dire. Il a dit qu'il voulait la toucher, l'embrasser, être avec elle comme un homme l'est avec une femme. Il savait que c'était égoïste, il savait qu'il lui demandait de rompre des vœux sacrés, mais il le voulait. Et il pensait qu'elle le voulait aussi. Marie-Thérèse ferma les yeux. Toute sa conscience criait « non ». Mais son corps, son cœur, la part d'elle qu'il avait niée toute sa vie, criait « oui ». Elle avait dit « oui ». Une seule fois, juste une fois, pour savoir ce que c'était que de mourir vierge et repentante. Julien ferma la porte de la bibliothèque à clé. Il tira les rideaux. À même le sol, entre les étagères de livres sacrés, il l'embrassa. D'abord maladroite, car elle n'avait aucune expérience, il se montra doux et patient. Ses mains lui retirèrent son voile, dévoilant des cheveux courts et blancs, puis son habit, couche après couche, jusqu'à ce qu'elle soit vulnérable comme jamais auparavant. Il la toucha avec une révérence presque religieuse, et pour la première fois en 68 ans, Marie-Thérèse comprit ce qu'un corps de femme pouvait ressentir lorsqu'il n'était plus opprimé par la doctrine et le reniement. Puis ils s'allongèrent sur le sol dur, leurs vêtements éparpillés. La réalité les rattrapa brutalement. Ce qu'ils avaient fait
était inévitable. Elle avait rompu son vœu de chasteté, elle avait commis l'adultère, pire encore, avec un garçon qui aurait pu être son petit-fils. C'était un péché à plusieurs égards. Elle se mit à pleurer. Julien la prit dans ses bras, lui disant que c'était sa faute, qu'il l'avait séduite, qu'il partirait immédiatement si elle le souhaitait. Elle répondit qu'elle ne pouvait pas lui en vouloir. Elle avait fait son choix. Elle connaissait les conséquences et avait choisi malgré tout. Elle lui dit qu'il devait partir. Pas définitivement, il lui restait des mois de travail sur la fresque. Mais pour ce jour-là, elle avait besoin de réfléchir, de prier, de trouver une solution. Il s'habilla, l'embrassa sur le front et partit, la laissant seule dans la bibliothèque qui ne lui paraissait plus sacrée, mais souillée. Elle s'habilla en tremblant. Elle remit sa robe, couche après couche, une armure qui ne la protégeait plus de rien. Elle s'agenouilla entre les étagères et essaya de prier, mais les mots ne venaient pas. Seulement de la honte et de la confusion, et au fond, une terrible sensation d'être en vie. Elle passa la nuit sans dormir. Le lendemain matin, elle se confessa au prêtre qui visitait le couvent chaque semaine. Elle ne prononça pas le nom de Julien. Elle confessa seulement avoir rompu ses vœux de chasteté. Le prêtre, choqué, lui infligea une pénitence sévère et lui dit de le signaler à la mère supérieure. Elle le supplia de ne rien faire, promettant que cela ne se reproduirait plus jamais et demandant une chance de se repentir en privé. Il accepta à contre-cœur, mais l'avertit que si cela se reproduisait, elle n'aurait pas le choix. Marie-Thérèse fit pénitence. Elle jeûna, elle passa des heures en prière. Elle jura de ne plus jamais toucher Julien. À son retour au travail, elle l'évita complètement. Elle envoya d'autres sœurs prendre de ses nouvelles. Elle s'enfermait dans la bibliothèque quand il s'y trouvait. Il gardait ses distances, mais elle voyait de la douleur dans ses yeux lorsqu'ils se croisaient dans les couloirs. 2 semaines ainsi, chaque jour plus difficile, car à présent, elle savait ce qu'elle perdait. Pas seulement le contact physique, mais le lien social, le sentiment d'être vue, le sentiment d'être vivante. Tout a basculé en juillet. Une nuit caniculaire, l'insomnie la tenait éveillée. Elle est descendue à la bibliothèque chercher de quoi lire. Elle y a trouvé Julien. Lui non plus n'arrivait pas à dormir, il travaillait tard. Ils se sont regardés. Elle aurait dû partir. Elle est allée vers lui. Ils ont juré à l'unisson que cela ne se reproduirait plus. Puis ils se sont embrassés et c'est arrivé de nouveau. Leur liaison commença et dura des mois. Des rendez-vous secrets tard dans la nuit à la bibliothèque, porte verrouillée. Parfois, ils parlaient simplement, chuchotant dans l'obscurité leurs peurs et leurs regrets. Parfois, ils se serraient l'un contre l'autre, en quête de proximité. Parfois, ils faisaient l'amour à même le sol, le péché s'accumulant. Marie-Thérèse vivait dans un état constant de culpabilité et d'extase. Elle savait qu'elle condamnait son âme, mais pour la première fois, elle comprenait pourquoi certains choisissaient la damnation, parce que certains sentiments étaient trop forts pour mourir simplement parce que la doctrine l'exigeait. Julien parlait de l'emmener. Il disait qu'elle pouvait quitter le couvent, que des personnes quittaient les ordres religieux, qu'il n'était pas trop tard. Ils pourraient refaire leur vie ensemble. Marie-Thérèse trouvait cela ridicule. Elle avait 68 ans. Il en avait 20. Qu'auraient-ils pu construire ensemble, quelques années avant qu'elle ne tombe malade, qu'elle meure, le laissant veuf d'une relation que personne n'aurait approuvée? Non, c'était voué à l'échec. Son travail prendrait fin en septembre. Il partirait, il se séparerait. C'était inévitable. Mais plus septembre approchait, plus les rencontres devenaient désespérées. Marie-Thérèse était déchirée. Une partie d'elle aspirait à un retour définitif à une vie ordonnée, sans tentation constante ni culpabilité accablante. Une autre partie était terrifiée à l'idée de replonger dans le néant. Julien l'avait réveillée. Comment pourrait-elle se rendormir? C'est sœur Marguerite qui l'a découvert. Fin août, elle cherchait un livre à la bibliothèque et entra sans frapper. Elle trouva Marie-Thérèse et Julien enlacés d'une manière trop intime pour être innocente. Marguerite laissa tomber le livre qu'elle tenait. Marie-Thérèse s'écarta de Julien, l'esprit tourmenté, cherchant une explication. Mais il n'y en avait pas. C'était évident. Marguerite partit sans un mot. Une demi-heure plus tard, la mère supérieure convoqua Marie-Thérèse.
La confrontation fut dévastatrice. La mère supérieure était plus triste que furieuse. Elle déclara que Marie-Thérèse avait non seulement rompu ses vœux, mais aussi scandalisé toute la communauté. Elle lui demanda depuis combien de temps cela durait. Marie-Thérèse ne mentit pas. Des mois. La mère supérieure lui demanda si elle souhaitait mettre fin à cette relation, faire pénitence, renouveler ses vœux, ou si elle préférait quitter l'ordre. Marie-Thérèse ne savait que répondre. Une partie d'elle voulait rester, réparer ce qui était brisé, reprendre le contrôle de sa vie. Une autre partie comprenait qu'elle ne le pouvait plus. Quelque chose de fondamental avait changé. Elle ne pouvait plus faire comme si elle n'avait pas de corps, de désir, de besoin de contact humain. Elle avait vécu dans le déni pendant des décennies. Julien lui avait montré que le déni n'était pas une vertu, mais une prison. Il demanda un délai de réflexion. La mère supérieure lui accorda 1 semaine. Entre-temps, Julien se vit interdire de retourner au couvent. L'ouvrage resterait inachevé. Il envoya une lettre à Marie-Thérèse par l'intermédiaire de sœur Marguerite, qui, bien que choquée, demeura fidèle à leur longue amitié. Dans sa lettre, il lui disait l'aimer, qu'il l'attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait, qu'il comprendrait sa décision, mais qu'il espérait qu'elle choisirait la vie à ses côtés, même brève, plutôt qu'une vie de mort au couvent. Marie-Thérèse passa 1 semaine en proie à une indécision déchirante. Elle pria, mais le ciel garda le silence. Elle repensa à ses 47 années passées au couvent, la sécurité, un but, une structure. Elle pensa aux années qui lui restaient, sans doute peu nombreuses, les passer seules dans la routine jusqu'à la mort, ou risquer le scandale, le jugement, la complication d'une relation impossible pour avoir la chance de vivre pleinement ces dernières années. La veille de sa décision, elle trouva la réponse là où elle ne l'attendait pas. La bibliothèque, en feuilletant un livre sur les mystiques du Moyen-Âge, elle découvrit une citation de sainte Thérèse d'Avila. C'est de la folie de ne pas rechercher le bonheur, car Dieu veut que ses enfants soient heureux. Elle l'a lu et l'a relu. Toute sa vie, elle avait interprété le renoncement comme le chemin vers Dieu. Et si elle se trompait? Et si Dieu ne désirait pas sa souffrance, mais sa joie? Et si l'amour, même interdit, était une forme de grâce? Elle prit sa décision. Elle alla voir la mère supérieure et lui annonça son intention de quitter l'ordre, non pas par manque de foi, mais parce qu'elle était convaincue que Dieu ne voulait pas la voir malheureuse. La mère supérieure accepta sa décision avec tristesse. Les démarches prirent des semaines. Paperasse, dispense des vœux, préparatifs pour quitter le seul foyer qu'elle ait connu pendant près d'un demi-siècle. Les autres religieuses l'évitaient, à l'exception de Marguerite, qui l'aida à emballer ses quelques effets personnels. En octobre, Marie-Thérèse quitta le couvent vêtue de vêtements civils que Marguerite lui avait achetés. Julien l'attendait à la porte. Il ne dit rien. Il lui prit simplement la main. Ils descendirent ensemble la colline jusqu'à la ville où il avait loué un petit appartement. Ils commencèrent une vie scandaleuse et improbable. Elle a 68 ans, apprenant à vivre comme une civile. Lui, à 20 ans, travaillant dans la restauration, tout en prenant soin d'elle. Ce ne fut pas facile. Les gens les jugeaient cruellement. Sa famille, horrifiée, rompit tout contact avec lui. Elle n'avait aucune famille à perdre. L'Église refusait de les reconnaître. Les voisins les évitaient. Mais ils savaient l'un l'autre. Julien lui apprit à connaître le monde qu'elle avait quitté à 21 ans. Elle lui apprit la profondeur, la patience, à trouver le sacré dans le quotidien. Ils vécurent ensemble pendant 3 ans avant son décès à 71 ans. Un cancer foudroyant. Julien prit soin d'elle jusqu'à la fin. Sur son lit de mort, elle dit n'avoir aucun regret, que 3 années de vie valaient bien 47 années de survie, qu'elle avait trouvé Dieu plus pleinement dans leur amour que dans des décennies de prières machinales. Julien lui tint la main jusqu'à son dernier souffle, puis il pleura, mais il sourit aussi, parce qu'elle avait été heureuse, enfin heureuse. L'amour interdit entre une religieuse de 68 ans et un jeune homme de 20 ans a transgressé toutes les règles, celles de l'Église, de la société, de l'âge, des convenances. Mais il a révélé une vérité que les institutions s'efforcent d'enfouir.
L'être humain n'est pas fait pour la solitude. Les vœux contraires à sa nature sont néfastes. L'amour, même improbable, tardif, scandaleux, est valable. Marie-Thérèse a passé 47 ans à renier son humanité. Julien l'a aidée à la retrouver. Et durant ces 3 dernières années, elle a vécu plus intensément que durant les décennies précédentes réunies. Péché, selon la doctrine. Salut, selon le cœur. Parfois, les deux ne font qu'un.